Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. S'associer pour investir en immobilier locatif, 3 bonnes raisons. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire la suite de l'épisode de la semaine dernière. Donc d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller le réécouter, c'est l'épisode 263. Donc là, dans cet épisode, je vais vous parler plutôt de la bonne façon de s'associer, les bonnes raisons et comment le faire bien. Évidemment, dans cet épisode, je le reprécise par rapport à l'épisode précédent. L'idée, ce n'est pas forcément de parler d'association en couple, c'est-à-dire de personnes qui partagent leur vie, qui ont vraiment leur moitié. Là, l'idée, c'est vraiment de parler d'association avec des personnes qui sont externes à votre cocon le plus fusionnel et le plus restreint. Okay, c'est vraiment plutôt externe, c'est-à-dire avec votre frère, avec votre sœur, avec votre mère, votre père, vos enfants si jamais ils sont déjà grands, s'associer avec votre meilleur ami, des cousins, enfin j'en sais rien, n'importe qui. Ok ? Donc c'est plutôt dans ce cadre-là que l'épisode il a été pensé. Et d'ailleurs, je vais vous donner des exemples au fur et à mesure parce qu'en réalité, je me rends compte en enregistrant ces épisodes, c'est qu'en réalité, avec Cyril, on s'est déjà associé 2 fois par le passé avec des personnes extérieures pour investir en immobilier. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Mais c'est vrai que dans ma tête, je ne les vois pas forcément comme association, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Donc, je vais vous parler juste après. Donc, je vais vous structurer ça en 3 mauvaises raisons. Et en fait, elles vont faire écho à chaque fois, en 3 bonnes raisons. Elles vont faire écho à chaque fois avec les mauvaises raisons qu'on a vues précédemment. Donc, la première bonne raison, c'est qu'il faut qu'il y ait un leader, quelqu'un qui l'ait déjà fait et qui soit bon dans cette association. C'est-à-dire que dans l'épisode précédent où je vous parle des mauvaises raisons, je vous ai évoqué notamment le fait de s'associer parce qu'on a peur et que ça nous rassure d'être 2. Mais pour moi, 2 incompétents, ça ne change strictement rien à l'affaire, ça empire même le truc. Okay ? Donc, moi, ce que je veux quand vous vous associez, c'est qu'il faut qu'il y ait au minimum une personne qui est compétente et qui ait le leadership. Je vous explique pourquoi. Quand j'entends leadership, c'est-à-dire que ce soit une personne qui est en charge le projet d'investissement et les autres qui soient plutôt passives. Moi, j'avoue que c'est plutôt comme ça que je vois les choses en investissement immobilier. Je veux, si jamais je m'associe, une personne qui est active, qui est en charge du projet, qui a le leadership et l'expérience, les compétences, et à côté, les personnes qui vont s'associer avec elle, mais qui vont avoir un rôle beaucoup plus passif, qui vont apporter des choses, mais des choses, on va dire, voilà, qui vont pas avoir un impact au quotidien dans l'investissement immobilier, mais plutôt, voilà, un appui pour le dossier bancaire, peut-être des fonds, parce qu'il nécessite de l'apport. Et donc, c'est pour ça que j'en viens d'ailleurs aux 2 premiers investissements en association qu'on a fait en immobilier. C'est que, donc, avec Cyril, vous savez, donc, on a nos immeubles qu'on a achetés nous-mêmes. On s'était associés avec personne, c'est-à-dire qu'on n'était que en couple, tous les 2, à gérer et à acheter ces immeubles. Et il s'avère qu'après ça, on a eu 2 opportunités pour s'associer. La première opportunité qu'on avait eue, c'est au Canada. Donc, on a le meilleur ami de Cyril qui habite au Canada et qui avait déjà fait des investissements immobiliers rentables pour lui-même, pour son propre compte, et qui avait proposé de s'associer avec ses proches pour ses prochains investissements. Et il avait été malin. Et en fait, c'est très intéressant parce que je m'en inspire beaucoup aussi, nous, dans notre future association qu'on est en train de mettre en place. C'est qu'il a tout de suite dit à tous ses associés: écoutez les amis, moi ce que je vous demande, ce n'est clairement pas de prendre part de façon active aux projets d'investissement qui vont venir. Moi ce que je veux, c'est votre cash, c'est-à-dire que vous vous associez, vous prenez les parts et moi je vais m'occuper de tout faire derrière. Donc vous avez un investissement purement passif et moi je vais faire le taf. Et moi j'ai
adoré parce que je me suis tout de suite dit, c'est génial, on met notre argent. En plus, lui, il va s'occuper de l'effet de levier bancaire parce qu'avec le cash que tous les associés ont mis, il s'est occupé de relever de l'argent auprès des banques. Donc, effet de levier, vous savez que c'est génial, il l'a fait. Donc, c'est-à-dire qu'avec, entre guillemets, 1 million, il a réussi à lever 5 millions. Enfin, je ne sais plus exactement les montants. Je dis des montants au pif, mais en gros, il a réussi à profiter de l'effet de levier bancaire. Et donc, en fait, ça nous a tous enrichis en tant que co-actionnaires de son entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il avait le leadership, il avait l'expérience. Et nous, on sait ce que c'est l'immobilier. Donc, en fait, nous, dans notre tête, tout de suite, on s'est dit, OK, on te fait confiance. Moi, ça me va. On est devenu co-actionnaire. Évidemment, lui, il a pris un pourcentage parce que forcément, lui, il fait tout le travail. Donc, c'est normal qu'il prenne un pourcentage sur ce qu'on a mis dans le pot commun. Mais on a nos parts et lui, il gère tout. La seule chose qu'il a mise en place, c'était un comité aviseur, c'est-à-dire qu'il a choisi quelques co-investisseurs qui ont de l'expérience pour partager de temps en temps des problématiques, mais plutôt à l'ordre de conseil et non pas un comité décisionnel. C'est-à-dire que de temps en temps, il se réunit avec les personnes parmi les co-actionnaires qui s'y connaissent en immobilier ou en tout cas qui ont une vraie expérience sur le sujet, et de temps en temps, il va nous présenter ses problématiques et nous, on va pouvoir lui faire un retour. Mais ça reste lui le seul décisionnaire, nous, on n'a pas de droit de vote. Et en fait, je trouve ça très clair comme méthode. Il n'y a pas d'embrouille possible, en fait. Il n'y a pas d'embrouille possible. Donc là, vraiment, cette première association qu'on a vécue, je la vis très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que des personnes qui n'y connaissent rien en immobilier, tout de suite, on commençait à dire « Oh là là, il prend un pourcentage, quand même, c'est abusé. » Mais en fait, les amis, quand tu sais ce que c'est que l'immobilier et le pourcentage qu'il a pris, en l'occurrence, c'était 10% à l'époque, mais je crois que maintenant, il a changé ses pourcentages. En fait, tout de suite, moi, je me rends compte que, attends, mais 10%, c'est rien par rapport à tout le boulot qu'il y a derrière. Mais c'est rigolo parce que les gens qui n'avaient pas d'expérience, ils disaient « Oh, mais c'est beaucoup quand même !» Je fais « Non, c'est pas beaucoup en fait. » Mais c'est intéressant parce que nous, comme on savait ce que c'était derrière le taf, on s'est tout de suite dit « Non, mais en fait, c'est tout à fait réglo, ça le fait tout à fait. Même si ça avait été 20%, moi, j'aurais trouvé ça normal. » Tu vois. Donc voilà, c'était la première chose. Et la deuxième expérience d'association qu'on a eue, c'était un peu plus tard, ça a été le fameux château de Jérémy Nabé. Donc, vous savez, Jérémy Nabé, c'est l'hôte du podcast Ça fait un bail, qui parle également d'immobilier. Et donc, avec lui aussi, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire, lui, il avait le leadership avec son associé. Donc, lui, il a aussi un associé, entre guillemets, qui a le leadership avec lui. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe entre eux, mais ça m'intéressera de les interviewer tous les deux. Mais là, l'idée, c'est que les deux se sont associés et ils ont fait appel à tous leurs proches et à leur communauté pour investir dans leur château. Et pareil, là, les choses, elles étaient claires dès le départ. Nous, on était juste des associés qui apportent du cash. Okay, donc, on est des associés passifs. Et eux, ce sont des associés actifs. Donc, voilà comment moi, en tout cas, je trouve que les choses se passent bien. Et moi, ce que je vous recommande, si vous savez qu'à un moment donné, vous allez vous associer, c'est d'avoir ce fameux leadership. C'est-à-dire que soit vous vous dites « je suis complètement passif, je place mon argent parce que je connais des potes investisseurs qui font ça bien et je reste passif et j'ai pas envie de m'intéresser », soit vous voulez être l'associé actif qui a le leadership. Et dans ce cas-là, en fait, moi, ce que je vous recommande, c'est d'abord investissez par vous-même, pour vous faire la main, pour vous créer votre légitimité, pour vous créer votre expérience. Et une fois que vous aurez fait 2-3 investissements à succès, là, vous aurez une stature pour pouvoir dire à vos futurs associés, écoute, je sais que tu as envie d'investir en immobilier, tu as peur, moi je sais le faire, écoute, on peut s'associer, je t'explique comment on va faire, par contre c'est moi qui vais avoir le leadership et c'est moi qui vais gérer, étant donné que toi tu n'as jamais investi en immobilier de façon rentable. Et en fait, c'est mieux d'être carte sur table, c'est toi qui gères le projet, et évidemment, toi, tu as déjà investi, dans ce cas-là, tu as une posture de celui qui a déjà investi. Évidemment, il faut que la personne, elle ait un minimum, la personne avec qui tu t'associes, et qui, elle, est passive, il faut qu'elle ait un minimum confiance en toi pour qu'elle puisse lâcher prise et pas te saouler toutes les 2 minutes. Mais d'ailleurs, on va en parler juste après parce qu'il y a un axe à bien réfléchir. Je vais vous en parler après, là-haut, dans le 3e point. Mais voilà, ça, c'est pour moi, c'est la bonne association en immobilier. C'est en tout cas la bonne façon
de s'associer, c'est vraiment un leader, une personne active et les autres associés plutôt passifs. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et entre guillemets, le leader, lui, il n'a pas peur. Ok, le leader, il n'a pas peur. Et les deux autres, d'ailleurs, ils n'ont pas peur non plus. Étant donné qu'ils sont passifs et ils font confiance à l'actif, et ben voilà. Ok, ça c'est... En tout cas, moi, c'est ma vision de l'association idéale. D'ailleurs, c'est intéressant parce que maintenant que je vous raconte ça, ça me fait penser que Jérémy et Martin, les deux, ils sont deux actifs et ça m'intéresse vraiment d'avoir les coulisses. Mais bon, évidemment, les gens, ils vont jamais dire quand ça se passe mal en public. Donc, je ne sais pas. Mais je pars du principe que ça se passe bien entre eux. Mais ça va être intéressant parce qu'en réalité, d'ailleurs, c'est pourquoi je vous parle de tout ça, c'est que dans les gens que je côtoie, qui ont fait de l'investissement immobilier à plus haut niveau, la plupart du temps, c'est quand même quelque chose d'assez hiérarchisé, avec un leader qui mène le projet et les autres qui apportent du cash, et ou, éventuellement, des personnes qui contribuent au projet, mais de façon moindre, et qui sont, entre guillemets, intéressés parce qu'ils ont un pourcentage du projet. Ça peut être, par exemple, un maître d'œuvre à qui on va donner un pourcentage pour qu'il soit d'autant plus impliqué dans le projet. Mais, OK, il va gérer le chantier, il a un pourcentage du projet, ça peut être ça, mais ça reste nous le leader. Vous voyez, il y a quand même un leader, éventuellement des personnes qui travaillent pour le projet, qui ont un intéressement, et les investisseurs totalement passifs. En général, c'est ça que j'observe dans les gens que je côtoie et que je rencontre. C'est assez rare, en tout cas, j'ai pas connu des personnes qui se sont mises tout de suite à deux. C'est même plutôt rare. Même d'ailleurs, j'avais interviewé des frères et des sœurs dans le podcast il y a pas mal de temps. Je crois qu'il y avait les Saving Sisters ou Saving Sisters, je sais pas comment on dit. Il y avait les frères du Creux. Et c'est intéressant parce que dans leur parcours, elles commencent chacune de leur côté. Ils commencent chacun de leur côté. C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant de se dire ça. C'est-à-dire que commencez d'abord par vous faire votre expérience et créer votre légitimité, votre leadership, plutôt que de vous retrouver un petit peu à vous associer en tant que novice. Moi, je le sens pas du tout, ce truc. Donc voilà. Ensuite, la deuxième bonne raison, c'est d'avoir une complémentarité de dossiers. Donc, comme vous avez vu là dans les schémas que je vous ai expliqués, c'est que le leader, il a peut-être plus de capacité d'endettement. C'est fort probable. Il est peut-être déjà bien endetté, mais il a l'expérience. Celui qui va plutôt avoir un rôle passif, lui, évidemment, il faut du cash. Je veux dire, s'il n'a pas de cash, il ne sert pas à grand-chose. Et ou vraiment des arguments bancaires vraiment intéressants. Soit un chef d'entreprise qui a du cash, soit quelqu'un qui a vraiment aucun endettement du tout, qui a vraiment un endettement très intéressant qui peut aider. Donc, en fait, ça fait que votre complémentarité, il y aura à la fois l'expérience et le leadership de celui qui a l'expérience d'avoir déjà investi de façon rentable et la partie financière qu'apportent les investisseurs passifs. Ensuite, ce qui est hyper important, et ça c'est intéressant également, c'est d'avoir une vision accordée, c'est-à-dire que vous sachiez pourquoi vous investissez et quel est votre horizon d'investissement. D'accord. Même d'ailleurs, si vous êtes toujours mise en tête, ah oui, mais moi j'aime bien quand même ma copine, j'ai envie on s'associe avec nos potes et tout, c'est sympa, ça va être une belle aventure humaine, même si aucun de vous deux n'est vraiment compétent dans l'investissement immobilier pour le moment. Mais bon, imaginons vous êtes quand même entêté dans ce délire. Dans ce cas-là, ça peut très bien être aussi, c'est très 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 important de s'accorder sur la vision. Quand je dis la vision, c'est-à-dire grosso modo le type de bien. Ok. Le type de risque aussi que vous prenez, c'est-à-dire est-ce que vous faites de la location courte durée, plutôt de la location longue durée, plutôt des locaux commerciaux, en tout cas d'avoir déjà de s'être mis d'accord pour annoncer la couleur, pour que pas qu'il y ait ah oui d'accord mais tu t'as investi dans un parc d'attractions, c'était pas ce qu'on avait convenu. Donc en fait voilà, au moins de donner la ligne directrice et de vérifier que vous êtes à peu près aligné sur cette ligne directrice, enfin pas à peu près, complètement aligné sur cette ligne directrice. Et il y a aussi l'horizon d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en tête quand est-ce qu'on sort du projet. À partir de quand je peux récupérer mon cash. Et ça, c'est super important d'être limpide sur la question. Il faut avoir un horizon précis et se mettre d'accord. Ça peut très bien être de se dire, pendant les 5 prochaines années, personne ne sort du projet. Ce n'est pas possible. Ou ça peut être les 8 premières années, peu importe. C'est-à-dire que ton cash, il est bloqué et il ne peut pas ressortir, tu ne peux pas revendre tes parts, tu peux rien faire pendant les 5 à 8 prochaines années. C'est important en fait de se poser là-dessus parce que il faut être raccord sur ce point.
Parce que si quelqu'un se dit « Ah, mais finalement, maintenant, j'ai besoin de l'argent parce que j'ai envie d'acheter ma résidence principale dans 2 ans. » Oui, mais du coup, c'est pas ce qu'on avait convenu. Ah, mais oui, mais moi, là, j'ai envie, je me suis séparée, du coup, il faut que je me rachète ma résidence principale ou j'ai divorcé, j'ai besoin de cash. Ah, bah, t'es pas sympa. Et bah, du coup, ça y est, ça y est, ça y est, embrouille assurée, surtout si c'est ton pote, ton frère, ta sœur, je sais pas qui. En fait, il faut absolument, absolument que les choses soient verrouillées. Et d'ailleurs, on va parler justement du verrouillage juste après. C'est que non seulement il faut que ce soit dit à l'oral, mais il faut également que ce soit dit à l'écrit avec un contrat. Évidemment, le contrat ne veut pas dire que vous êtes en mode ça va être embrouillé, ça va mal se passer, etc. Mais la clé de la réussite d'une association, c'est que les choses elles soient posées, signées sur un papier. Comme ça, en fait, entre guillemets, la contestation, elle devient quasiment rarissime, étant donné que ça a été convenu dès le départ. Donc, si jamais vous vous êtes dit à l'oral, vite fait, oui, du coup, c'est pour 5 ans, donc personne ne veut vendre avant 5 ans, mais vous l'êtes dit à l'oral et finalement les circonstances ont changé, votre pote, il vient vous voir et vous dit « Oui, mais finalement, du coup, j'ai eu un souci, un tel est tombé malade, j'ai d'autres projets, je me suis remariée, je sais pas quoi, j'ai besoin d'argent. » Là, tu dis « Oui, mais on s'était dit pendant 5 ans, on vendait pas. » « Ah oui, mais tu comprends bien, maintenant, les circonstances, elles ont changé pour moi. » Enfin, ouais, mais moi, j'avais convenu 5 ans, donc dans ma tête, c'était 5 ans. Oui, mais bon, là, tu comprends bien, il faut bien qu'on change la règle, étant donné qu'il y a des imprévus qui se sont produits. Je fais, bah ouais, mais en fait, là, tu vois, c'est le début du conflit. Début du conflit, début de la divergence des intérêts. Donc, en fait, il faut absolument, absolument que vous soyez hyper raccord. Et dire à l'oral n'est pas suffisant. Il faut que ce soit écrit. Et évidemment, donc là, c'est la dernière bonne pratique, la dernière, entre guillemets, bonne façon de faire pour s'associer, c'est que pour moi, clairement, on fait un vrai pacte d'actionnaires, c'est-à-dire, alors quand je dis pacte d'actionnaires, c'est comme si c'était forcément des actions, ça peut être des parts sociales, donc voilà, ça peut être plein on va dire, de formes juridiques possibles, mais pour moi, quand on s'associe, on ne peut pas faire l'impasse d'être accompagné par un avocat qui va rédiger tous ces actes. Ok, c'est hyper important. Un notaire, un avocat, et on débriefe. Et oui, ça va coûter 1000 balles. Et ça fait partie du truc. Parce qu'en fait, il va falloir poser les choses. Et en fait, finalement, le fait de l'avoir fait va diminuer le nombre de problèmes potentiels par la suite. Et d'ailleurs, toutes les personnes avec qui on s'est associé auparavant, que ce soit pour le château ou pour les investissements au Canada, évidemment, il y a un pacte, enfin pas un pacte d'actionnaires, c'est les statuts de la société, enfin voilà, ça dépend du type et de la forme juridique que l'on a choisi, mais en tout cas, il y a des écrits qui ont été signés avec toutes les conditions de sortie, comment sont distribués les dividendes, etc., etc. Tout est écrit, est clair, est carré, et il y a un document de référence sur lequel, voilà, on va se poser. Et si jamais à un moment donné, quelqu'un veut se dire « Ah tiens, j'aimerais bien reprendre mes parts. Attends, je vais relire ce que j'avais signé déjà il y a 2 ans. Ah ouais, c'est vrai, j'avais signé ça. Ah zut, ah bah du coup, je peux pas réclamer. » Et en fait, finalement, ça va, en tout cas, dégrossir. Je dis pas qu'il y a des gens qui vont quand même essayer, malgré que vous ayez signé des choses, d'essayer de trouver des solutions. Évidemment, on peut toujours en discuter. Si par hasard, vous avez la possibilité de racheter les parts de l'autre, etc., pourquoi pas. Mais en tout cas, vous aurez pris le temps de poser les choses. Et d'ailleurs, l'une des clauses que vous pouvez mettre en place, c'est à combien et comment est-ce qu'on calcule le rachat des parts de la personne qui veut partir. Ça, c'est des genres de choses qui peuvent être écrites dans les contrats. Enfin, je vous le dis comme ça, vous le savez. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a fait du bien. Voyez en tout cas l'idée de cette association. Pour moi, je pense que dans la vie d'un investisseur, à partir d'une certaine taille, à un moment donné, on est, entre guillemets, obligé de s'associer. Ça fait partie du parcours de l'investisseur. Étant donné que, par exemple, Cyril et moi, nous, on envisage de s'associer maintenant, et c'est dans nos prochains projets immobiliers, il y aura des associations où on aura le leadership et on aura des actionnaires, ou en tout cas des investisseurs qui seront passifs. C'est comme ça qu'on voit les choses, et on va continuer dans cette direction-là. Et de ce que j'observe, c'est que la plupart des gros investisseurs immobiliers, ils sont forcément à un moment donné associés. Voilà. D'ailleurs, j'ai un futur gros investisseur que je vais interviewer. J'ai très, très hâte de lui en parler. J'ai vraiment hâte. Voilà. Donc, vous allez voir sur les prochaines interviews. Enfin, pas tout de suite, je crois que c'est plutôt pour juin. Mais voilà, je compte bien interviewer des plus gros investisseurs qui sont passés par ces associations pour essayer de vous inspirer. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.